Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Notre invité Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Génération, conseiller régional d'Île-de-France, ancien ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Jean-François Killy. Bonjour Benoît Hamon, les opposants qui occupaient désormais le site d'enfouissement de Bure dans la Meuse, enfouissement de déchets radioactifs, ont commencé ce matin à être évacués. 500 gendarmes mobilisés et un tweet signé Gérard Collomb qui annonce donc cette opération qui a débuté à 6h15 le matin, visant, dit-il, à mettre fin à l'occupation illégale du Bois-le-Juc, site destiné au projet d'intérêt national CIGEO sur le nord de la commune de Bure. Le gouvernement donc a choisi, Benoît Hamon, la méthode musclée. Oui, la force, oui. La force plutôt que le dialogue. On est quand même sur un site qui présente un intérêt en raison du fait qu'on va y enfouir des déchets nucléaires, qu'il y a eu un rapport qui a pointé les risques qui existaient sur ce site. Les risques d'incendie. Oui, les risques à long terme, par ailleurs, à enfouir des déchets nucléaires. Moi, je ne crédite pas le gouvernement, d'un quelconque bon point parce qu'il utilise la force. Je pense que c'est la méthode de Gérard Collomb. On l'aurait écouté, il aurait fait la même chose à Notre-Dame-des-Landes. Donc, fort heureusement, personne ne l'a écouté. Donc, il se rattrape sur Bure, en quelque sorte, Gérard Collomb. Je pense qu'il vaut mieux, surtout, entrer en dialogue et notamment s'intéresser à ce que pensent aussi les habitants de ce territoire. Et ne pas respecter une décision de justice, parce que c'est le sens du communiqué du ministère de l'Intérieur ce matin, de dire il y a eu un jugement du tribunal, on l'applique. C'est toujours pareil, c'est deux poids deux mesures. Il y a des jours où ils les respectent, des fois ils les respectent pas. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on arrive d'abord à savoir si oui ou non il est raisonnable d'enfouir des déchets nucléaires là-bas et son enfouissement profond. Est-ce qu'il y a des alternatives oui ou non? Non, mais il y a des alternatives qui existent. Je les ai défendues pendant l'élection présidentielle. Moi, je considère que dès lors que ces alternatives existent, dès lors que la population vit assez mal le fait que demain on sache qu'on va vivre au-dessus de déchets nucléaires, la solution la préférable eût été le dialogue. Il y a le risque d'une nouvelle ZAD aussi, à Bure. Oui, il y avait quelques dizaines de militants. Faut pas non plus exagérer. C'est pas devenu. Il n'y a pas des ZAD qui poussent comme des champignons en France. Donc, on est toujours sur le registre un peu martial, classique du ministre de l'Intérieur qui joue la fermeté et qui par tweet désormais dit que on a évacué Bure. Je préfère la discussion, le dialogue mais l'intérêt général à long terme plutôt que ce genre de moulinet du ministre de l'Intérieur. Alors c'est une autre bataille, Benoît Hamon, qui dépasse d'ailleurs largement Paris, la capitale. Anne Hidalgo va faire appel de la décision du tribunal administratif d'annuler la piétonisation des voies sur berge. Elle va donc prendre un nouvel arrêté pour interdire les voitures sur les quais de Seine. Écoutez la réaction ce matin de la droite parisienne, Florence Berthoud, qui préside le groupe Les Républicains au Conseil de Paris, qui était votre invité, Jérôme Cadet, sur France Info. Cette décision, elle n'est ni préparée, ni accompagnée. Et c'est un mode de gouvernance qui est extrêmement autoritaire. Si l'on veut lutter contre la voiture thermique, ce que je souhaite, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut concerter. Il ne faut pas que dire le mot, il faut le faire. Bon, et il faut entendre ceux qui ne sont pas du même avis et qui d'ailleurs peuvent partager le même objectif. Benoît Hamon, sur cette question de la circulation automobile sur les berges parisiennes, apparemment, droite-gauche, tout le monde partage un peu ou prou le point de vue. C'est la méthode Hidalgo qui est contestée. Votre regard là-dessus? D'abord, c'est faux de dire qu'il n'y a pas eu de discussion, parce qu'il y en a et qui continuera à rien avoir. La réalité, c'est que la droite voudrait que lutter contre le réchauffement climatique sans rien bouger et toucher à nos habitudes. Et c'est vrai que incontestablement sur des grandes métropoles comme celle-ci, et avec les difficultés de circulation qu'on connaît, avec des points durs partout en région parisienne, si on veut finalement se désintoxiquer de la voiture, nous-mêmes, il faut passer par des décisions qui consistent à piétoniser un certain nombre d'axes routiers. Oui, je pense que l'objectif est le bon. Et le fait est qu'après, moi je peux pas rentrer dans le détail des choix et des décisions qui ont été prises par la maire de Paris, mais elle a raison sur les objectifs qu'elle poursuit. Alors après, on a il faut les faire comprendre et les faire partager, ces objectifs. Oui, mais c'est pour ça que mais je pense une grande partie aujourd'hui des Parisiens comprennent cela. Les Franciliens qui ont besoin de leur voiture parfois ont plus de difficultés, mais là où il y a un archaïsme incroyable, c'est la région Île-de-France, Madame Pécresse, qui vous parle d'écologie, mais
mais prend pas un investissement dans ce domaine-là et se révèle être un des porte-parole aujourd'hui du tout bagnole, pardon de le dire comme ça, mais c'est ainsi. Et la réalité, c'est que il faut engager évidemment des discussions parce que ça provoque forcément des désagréments, mais d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'on se désintoxique d'un certain nombre de nos propres usages, de nos propres habitudes. Et parmi ces habitudes, il y a la voiture. Alors, il y a des gens qui ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture, prenons-le en compte, incontestablement. Mais il y a aussi des alternatives qui doivent être développées. Alors, c'est là-dessus peut-être qu'on peut travailler et mieux travailler. C'est là que la région Île-de-France peut aider sur à l'évidence les transports en commun, ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir passer d'un mode de transport à un autre. Mais c'est là-dessus, évidemment, qu'il faudra améliorer la circulation en Île-de-France. Vous êtes conseiller régional, toujours, hein, Île-de-France, vous avez été élu de Trappes. Est-ce que les banlieusards sont sanctionnés par cette mesure? Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas toujours les transports qu'il faut, ils ont souvent d'ailleurs des véhicules vétustes. Les véhicules, tout le monde en banlieue circule pas en véhicule diesel qui pollue tout le partout, heureusement. Mais c'est un argument qui était développé aussi. Non, mais la vérité, c'est que les banlieusards, ils ont d'abord besoin de trains qui partent à l'heure et arrivent à l'heure, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent les transports en commun. Mais après, certains ne peuvent pas faire autrement, prennent leur voiture, et on les a entendus concernant ces voies sur berge. Mais la vérité, qui se plaint? Écoutez, moi je l'ai vu, qui se plaint? Ce sont des gens qui ont l'habitude de prendre le taxi dans Paris et qui se plaignent des bouchons, etc. Et qui sont des leaders d'opinion. Je me souviens, Luc Ferry, quelques autres, qui pleuraient par tweet parce qu'ils n'arrivaient pas à leur rendez-vous. C'est Boboland, oui, non, mais tout ça... C'est Boboland. Non, mais c'est pas Boboland ou pas Boboland. Tout ça, c'est symptomatique franchement, d'une partie des élites qui adorent parler d'écologie, surtout quand ça se fait très loin de chez eux, surtout que ça ne change pas leur mode de vie. Donc moi, écoutez, ceux-là, qu'ils arrivent un peu en retard, si ça fait gagner un peu d'argent au taxi en les gardant un peu plus à l'arrière de leur véhicule, moi ça ne me dérange pas. Un dernier mot sur la méthode Anne Hidalgo. Elle annonce qu'elle va faire appel de cette décision du tribunal administratif, qu'elle va reprendre un arrêté. Écoutez, vous savez, il y a quelque chose qu'on remboursera pas, hein, c'est la dette écologique. Faut qu'on se mette ça en tête, hein. La dette financière dont M. Macron nous parle tous les jours, qu'il faudrait rembourser, elle est bien détenue par quelqu'un, cette dette, des pays étrangers, des banques, etc. Ça se rembourse. La dette écologique, allez-vous me dire... Donc elle a raison d'insister. D'un mot, ce sont des choses importantes. On anticipe que le niveau des mers va augmenter de 66 cm dans le siècle qui vient. Allez-vous me dire comment est-ce qu'on revient en arrière? On ne sait pas. Donc aujourd'hui, faire des choix sur le fait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, sur le fait de diminuer les émissions de particules fines, sont des choix parfois un peu difficiles qui, moi je pense que ça va malgré tout dans le bon sens. Je vous le dis, on ne sauvera pas la planète si on ne se désintoxique pas nous-mêmes d'habitudes en matière de consommation et de production qui sont négatives pour notre environnement. Benoît Hamon, fondateur de Génération, ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle. Notre invité ce matin, Jean-François Killy, dans l'actualité, la SNCF, on en parlait à l'instant en Ile-de-France. Oui, la clé, c'est peut-être le train pour les transports en commun. Il y a une réforme qui arrive, Benoît Hamon. Allons-nous vers une privatisation, vous disiez, rampante, hein, les privatisations sont toujours rampantes. Écoutez ce qu'en a dit Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, qui était votre invité, Jérôme, mardi matin sur France Info. J'ai entendu parler ici ou là de privatisation, mais même pas en rêve. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on est un établissement public. La proposition que fait Jean-Cyril Spinetta, c'est que nous devenions une société nationale. Une société nationale, elle ne peut pas être privatisée. Vous le croyez? Même pas en rêve? Je vais vous dire, je pense que c'est pas le sujet, il le sait très bien Guillaume Pépi. La question c'est, cet établissement public ou cette société nationale se comporte-t-elle comme une entreprise privée comme une autre ou comme un service public? Parce qu'on peut parfaitement avoir du capital public et se comporter comme une entreprise privée comme une autre. Or, le sujet, il est quoi? C'est la fermeture de lignes jugées non rentables. Les suppressions d'emplois. C'est la dette aussi de la SNCF. Oui, mais pardon, un service public. Mais un service public, il y a des lignes qui ne seront jamais rentables. Vous avez des territoires où il n'y a déjà plus de commerce de proximité, où il n'y a plus, bientôt, il n'y a plus d'hôpital, plus de maternité, pas de centre d'accueil de jour pour les malades d'Alzheimer, de moins en moins, en gros, de services publics. Et on va supprimer quoi? Les gares, c'est-à-dire la possibilité de la mobilité pour des territoires déjà enclavés. Il n'a jamais été dit que dans le service public, on puisse rendre rentable toutes les lignes de chemin de fer. Ça n'a d'ailleurs pas de sens. L'idée, c'est de mettre des autocars à la place. Non, mais oui, mais vous ne vous déplacerez pas en autocar comme vous vous déplaciez en chemin de fer. De surcroît, il y en a qui polluent, d'autres moins. Mais je veux dire simplement la logique. C'est que c'est l'indifférence
à l'enclavement, l'isolement d'une partie de la population. Au nom de cette logique-là, vous êtes d'accord que pour aller électrifier certaines régions de montagne, ça coûte beaucoup plus cher que de faire pour nous. Eh bien, on pourra considérer aussi que l'électrification est moins rentable demain dans certaines parties du territoire. Oui, le service public suppose la péréquation, la redistribution. L'enjeu de cette affaire de la SNCF, c'est le sort des Françaises et des Français qui habitent dans des territoires dans lesquels, assurément, les lignes de chemin de fer ne seront jamais rentables, mais qui ont besoin d'être reliées à des zones qui sont des zones d'emploi par des lignes de chemin de fer. Donc il ne faut rien changer, et cette dette de plus de 40 milliards d'euros est acceptable, Benoît Hamon? Honnêtement. Le statut des cheminots, c'est une question. Là encore, le statut des cheminots, je pense que c'est la mauvaise entrée. Le sujet, c'est 120 000 suppressions d'emplois et des lignes qui ferment. Et bien moi, je considère que oui, la responsabilité des pouvoirs publics, elle est d'assurer une politique d'aménagement du territoire qui passe par le maintien de certaines lignes de chemin de fer et certaines gares. Dois-je rappeler que cette politique de mise en concurrence, cette politique de démantèlement de services publics, elle se traduit concrètement sur le terrain, dans tous les territoires où il y a plus de services publics, plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de commerce, par une explosion du vote d'extrême droite. Une explosion. Il y a une corrélation directe entre la montée du Front National et la disparition de ces services de proximité. Moi, je dis et j'affirme qu'il y a une indifférence de ce gouvernement à l'injustice sociale, aux inégalités de territoire, et rien n'est fait pour les combler. Moi, je militerai en tout cas pour que la SNCF continue à être pas simplement une entreprise avec du capital public, mais une entreprise qui s'honore de servir le public. Alors, autre sujet qui fâche Benoît Hamon, c'est le projet de loi immigration-asile qui promet des débats houleux à l'Assemblée nationale avec des mesures que les opposants au texte jugent plus proches de la fermeté que de l'humanité. Alors, pour Élise Fagelès, elle est députée de La République En Marche de Paris, elle était notre invitée ici même hier matin, c'est la rapporteure du projet de loi, l'ouverture des frontières, eh bien personne n'en veut. Il n'y a pas un responsable politique. Personne ne veut qu'on ouvre les frontières en grand. En ce moment, personne ne vous le demandera, personne ne le dira. Je ne sais pas si vous dites qu'il faut accepter tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation socio-économique en France qui ne nous permet pas d'accueillir toutes les migrations économiques. Lorsqu'on est en situation irrégulière en France, il faut que la loi s'applique. Je crois que tout le monde y a un intérêt. Donc oui, il faut pouvoir être reconduit et être plus efficace dans cette application de la loi. Je précise que la rapporteure vient du Parti Socialiste comme vous, Benoît Hamon. Qu'est-ce que vous dites après ces propos ? Je trouve ça triste. Honnêtement, personne ne parle d'ouvrir grand les voies de l'immigration économique. On parle, pour commencer là, dans cette loi asile-immigration, une loi en 2018, alors qu'il y en avait déjà eu une en 2016 qui s'applique à peine, mais il faudra que Emmanuel Macron ait eu sa loi immigration, comme son prédécesseur, comme Sarkozy, etc. En la matière, toutes les majorités ont fait leur loi immigration. Oui, pour quel résultat? C'est que le sujet monte, c'est qu'on légitime aujourd'hui la xénophobie, la peur de l'étranger, qu'on nourrit, on alimente. Le seul ciment social qui parfois unit les Français, c'est justement la peur de l'étranger. De quoi on parle? Et elle le sait très bien, la rapporteure c'est pas de la migration économique, on parle des demandeurs d'asile. Qu'est-ce qui va se passer là, très concrètement? On augmente la durée de rétention de 45 jours à 90 jours. On peut être concret, c'est que 90% des gens qui sont en centre de rétention le sont au bout de 12 jours. Pourquoi augmenter la rétention des autres alors qu'on sait qu'ils seront inexpulsables? Quand on sait, toutes les associations le disent, que c'est là où on rencontre les plus grands traumatismes. Pour servir l'opinion, comme l'a dit monsieur Gérard Collomb. Servir l'opinion, il l'a dit à qui? À 17 associations qui ont claqué la porte du ministère de l'Intérieur. Quelles sont ces associations? Le Secours catholique, la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs, Médecins du Monde. Croyez-vous que ce soit des gens qui soient habitués à des coups d'éclat spectaculaires, médiatiques? Vous le trouvez trop dur, Gérard Collomb? Mais c'est pas ça. Mais vous voulez me faire un commentaire sur... Je trouve que ce gouvernement, Emmanuel Macron en tête, trahit les engagements qu'il a pris pendant la présidentielle. En vantant le discours de Madame Merkel sur les réfugiés et en faisant le contraire ici. Je trouve qu'il n'écoute pas ceux qui sont au contact de ces demandeurs d'asile, de ces réfugiés et de ces exilés. C'est-à-dire les associations qui, unanimement, ont dit « Nous refusons de faire le tri entre ceux que nous hébergeons dans des centres d'hébergement en fonction de leurs papiers. » Ce qui est la remise en cause de l'accueil inconditionnel de celui qui n'a pas de toit. Et j'écoute, moi, ce que les acteurs humanitaires... On vous accuserait du coup d'être trop laxiste, trop généreux. On parle de quelques milliers de personnes. Mais vous rendez-vous compte d'où on en est arrivé en France? On parle de demandeurs d'asile, de gens qui fuient la guerre, de gens qui fuient les conflits, et on est en train de les associer délibérément, comme vient de le faire la rapporteure, qui reprend là des méthodes qui étaient utilisées par la droite avant. On fait un amalgame entre le migrant économique et le demandeur d'asile. Exemple très concret, on va
quand votre dossier était refusé, quand vous étiez demandeur d'asile, l'appel était suspensif, le recours était suspensif. Là, il ne l'est plus. En clair, vous faites appel de la décision contre vous, un recours, mais vous êtes expulsé. Si cet appel est jugé recevable, est-ce que allez vous chercher dans le pays dans lequel vous avez été expulsé pour revenir en France? Il y a des mesures d'intégration aussi. Il y a aussi des possibilités de travailler au bout de 6 mois. Désormais, c'était proposé par les détachés de la République En Marche. Oui, des cours de français ça, ce sont des propositions dans un rapport. Ça n'est pas la loi. Il y a l'exécutif qui aujourd'hui campe sur une position qui est une position jugée par le défenseur des droits, par Amnesty International, par toutes les associations comme inhumaine et indigne. Et vous avez des parlementaires qui voteront le texte à la fin, qui vous disent on va peut-être l'améliorer sur tel ou tel aspect. Prenons les exemples très concrets. Si on veut faire de l'alphabétisation, il faut le faire dès le moment où les gens demandent l'asile, pas une fois qu'ils ont le statut de réfugié. La France ne le fait pas. Honnêtement, c'est indigne de notre histoire, indigne des valeurs de la République et indigne du courage et de la vie de ces gens. Je crois au fond qu'il y a une forme d'indifférence au fait que nous avons des êtres humains qui ont une vie, pas qu'une vie biologique, mais des rêves. Et que ce rêve, c'était parfois au prix de risques considérables de venir chez nous. Eh bien, ils sont traités par la machine administrative dans ce qu'elle peut avoir parfois de dur et d'inhumaine, avec une brutalité qui, moi, me choque. Alors, je serais peut-être le seul à le dire. Cette dame que je ne connaissais pas, ancienne socialiste, qui disait « Qui dit qu'il faut ouvrir les frontières ?» Moi, je ne dis pas qu'il faut ouvrir grand les frontières, mais je dis, par contre, oui, qu'aujourd'hui, ce serait l'honneur de la France au regard de son histoire, de ses traditions et de ses valeurs, eh bien de traiter avec dignité et humanité ceux qui sont chez nous. France Info. Benoît Hamon est notre invité ce matin, Jean-François Aquili. C'est bien, vous avez écouté la radio avant de venir ce matin, France Info. Vous avez entendu les révélations de la cellule investigation sur des soupçons de surfacturation dans les dépenses de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. La Commission nationale des comptes les a validés, certes, mais les rapporteurs ont pointé des anomalies. Je vais faire simple, Benoît Hamon, notamment l'emploi de permanent de la campagne de la France Insoumise par une association qui aurait refacturé avec d'importantes marges. Alors, le président de la Commission nationale, François Logereau, a dit au micro de France Info, il n'a pas exclu de saisir les services fiscaux de l'autorité judiciaire pour d'éventuelles irrégularités. Benoît Hamon, vous découvrez ces informations. Est-ce qu'elles vous surprennent ce matin ? J'ai vraiment aucun commentaire à faire là-dessus. D'abord, je les connais pas et j'imagine que les responsables de la campagne de Jean-Luc Mélenchon répondront à cette enquête. J'ai aucune information. Vous trouvez que cette commission nationale, elle est adaptée aujourd'hui au système? Parce qu'au fond, elle ne peut juste que contrôler sur des factures. Moi, je ne peux que constater ce qu'elle a fait. Elle n'a pas de capacité d'investigation. Si, je peux vous assurer que elle vous fait des remarques. Vous êtes obligé d'y répondre. Et vous y répondez ça rentre dans les détails. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre votre équipe et la commission de contrôle. Il y en a plusieurs, et heureusement, parce qu'en réalité, elle pose beaucoup de questions après les premières réponses, et ça rentre dans le détail. Et c'est la question qui est, au bout du compte, c'est peut-elle prendre le risque d'invalider un compte? Et c'est la décision politique qu'on lui demande de prendre qui est lourde à prendre. Parce que ça, c'est l'arme nucléaire, invalider. Exactement. Surtout pour vous, parce que ça coûtait cher. Oui, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. La réalité, c'est que moi, mes comptes, quand vous les regardez dans le détail, ils sont parfaitement propres, contrairement à ce qu'on avait pu entendre avant, et ils ont été vérifiés, validés, survérifiés. Je m'en réjouis. C'est le sujet qui vous agace à chaque fois. Vous avez coûté cher, vous, Benoît Hamon. Oui, non, mais parce que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est qu'on fait des ratios désormais qui n'ont pas beaucoup de sens. Ça aurait été très différent, effectivement, si on avait eu un autre résultat aux élections. Mais est-ce qu'il fallait concourir pour perdre et ne pas se donner les moyens d'essayer de gagner? Moi, on a essayé de gagner, voilà. On parlait de Jean-Luc Mélenchon et de sa campagne. Quelle relation vous avez avec lui aujourd'hui? Vous échangez? Il y a un rapprochement possible en vue des prochaines élections européennes? Ça paraît difficile sur les élections européennes parce qu'on n'a pas le même projet. Moi, je considère aujourd'hui, ma priorité, c'est de construire avec Yanis Varoufakis et bon nombre de figures qui se retrouveront à Naples à la mi-septembre, une alliance européenne qui se situe entre les nationalistes, ceux qui disent on peut sortir de l'Europe, et ceux qui se situent, comme Monsieur Macron et Madame Merkel, dans la poursuite des politiques conservatrices et austéritaires. C'est quoi votre différence avec la France Insoumise? Si vous avez regardé le programme de Jean-Luc Mélenchon, lui considère ou envisage aujourd'hui qu'on pourrait, à partir d'un rapport de force, envisager ou menacer de sortir de l'Union européenne. Moi, je considère... Non, mais je pense que c'est pas parce que l'Europe est discutable et largement critiquable dans les choix qu'elle fait aujourd'hui, dans les politiques austéritaires, qu'il faudrait jeter l'Europe parce qu'on n'est pas d'accord avec elle. Moi, je pense aujourd'hui... Même si ça n'est qu'une menace.
Oui, non mais posez-lui les questions. Moi, je suis pas. Ce sera plus simple. Mais moi, j'ai constaté que pendant les campagnes présidentielles et depuis, nous n'étions pas d'accord sur ces questions-là. Benoît Hamon, campagne des européennes, vous y allez, j'imagine. Oui, vous aurez des listes. Pas mal. Mais vous y allez ou pas? Non, c'est absolument pas décidé. Parce que le Figaro donne Audrey Pulvar comme possible tête de liste pour vous. Oui, mais alors moi, j'adore les rumeurs fantaisistes comme celle-là. C'est énormément de respect pour Audrey Pulvar, mais ça n'a aucune espèce de sérieux. Ça ne se fera pas. Ben non, parce que ça n'a jamais été envisagé nulle part. Et c'est amusant, hein. Il y a sans doute par des gens, mais qui ne sont sans doute pas à génération. Mais merci de nous prêter des intentions que nous n'avons pas. En même temps, je me réjouis qu'on considère aujourd'hui que cette liste ou cette initiative soit attractive, et elle le sera. Et vous verrez que si nous avons des listes, ce qui est probable, ce seront des listes effectivement très ouvertes à la société civile. Le Parti socialiste, plus de relations, vous parlez encore, c'est fini? Honnêtement, est-ce que ça intéresse grand monde? Non, mais on peut faire. Dans les 10 dernières minutes, c'est la chronique. Non, il reste quelques secondes. Chronique People. Comment ça va avec Jean-Luc? Est-ce que vous discutez avec le Parti socialiste, c'est du People? Non, mais je sais pas. C'est vos questions qui sont People. Ça n'a pas honnêtement pas beaucoup d'intérêt. Mais je veux bien répondre 2 minutes. Est-ce que idéologiquement, vous êtes sur des relations avec le PS? Vous êtes sûr que les gens vont pas décrocher là? Mais allez-y. Vous pensez que si on parle des questions autour de l'avenir de la gauche, les gens vont décrocher? C'est pas ça. C'est pas inquiétant là. pour vous. Alors. Non, vous essayez de vous en sortir par une pirouette. Et moi, je vous dis, mes relations avec le Parti socialiste. D'abord, j'ai quitté le Parti socialiste. Moi, je me préoccupe de la reconstruction d'une gauche démocratique, européenne, écologiste, sociale. Ces relations, elles sont, écoutez, ils sont en congrès, ils sont très tournés vers l'intérieur du Certains du disent que vous allez un peu refonder quelque chose qui ressemblerait à Europe Écologie Les Verts, qui était plus large que la simple question écologique. Hein. Ça ressemblerait un peu à ça, voilà. L'idée de départ de Cohn-Bendit. Oui, je sais pas. En tout cas, je veux pas commenter les commentaires. Moi, je sais ce que nous faisons. Nous sommes au croisement de 2 traditions, une tradition attachée à la justice sociale qu'on pourrait appeler une tradition socialiste, et celle de l'écologie politique. Et oui, nous pensons que demain on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, et c'est ce que nous ferons avec un vrai idéal démocratique qui trouvera, j'espère, à être entendu lors des prochaines élections européennes. Voilà ce que nous croisons. Vous dites des choses intelligentes quand même. Je vous remercie. Et pas people. Ça fait plaisir. Et pas people. Non, mais je sais pas. Je réponds à vos questions. Moi, je découvre que France Info fait un peu de people. Ouais. Et bien voilà, d'autres révélations sur France Info ce matin. Merci à vous, Benoît Hamon, merci à Jean-François Aquili également. Bonne journée.